Gagnon allait ou bien en prison ou bien dans le pays sans chapeau. Est-ce que les États-Unis mettent encore à prix la tête d'un chef de gang qui ne se trouve pas trop loin de l'ambassade? Bon, il y a 2 leaders de gang qui sont dans la liste de FBI. Alors, il y a déjà des... Et comment vous nous expliquez que ce chef de gang a reçu des journalistes américains oui. Alors que l'ambassade n'est pas trop loin de sa résidence? Comment vous nous expliquez ça? Bon, nous sommes en faveur d'une presse libre. Alors, vous aussi avez le droit de parler avec les leaders des gangs. Nous espérons que la presse américaine soit bien informée. Il y avait on a vu avec CNN, avec NPR, il fait ces entrevues. C'est important aussi que les autres côtés, soit de gouvernement, de société civile, même la presse haïtienne a l'option de parler de réalité. Parce que nous savons que les leaders de gang, ils veulent montrer quand ils sont Robin Hood, ils sont en faveur de la population. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais trouvé un seul haïtien qui a ces sentiments concernant les gangs. Ils voient que c'est les gangs qui attaquent, qui tuent, qui violent. Alors vraiment, ces gangs ne sont pas en faveur de la population. La presse américaine, ils ont le droit de parler avec n'importe qui, mais j'espère qu'il y aura les vraies opinions des Haïtiens avec notre presse aussi. D'abord, permettez que je vous présente mes sympathies suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. Je veux faire allusion à l'assassinat des Américains en pleine. Vous avez appris cette nouvelle très tard, vendredi dernier? Oui, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que soit de gouvernement, soit de société civile, il y avait plusieurs expressions de condoléances de peuple haïtien. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dédié leur vie pour les Haïtiens, pour aider les Haïtiens. C'est triste que c'est les membres de gang qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les Haïtiens. Je suis sûr, et nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Mme Gagnon allait ou bien en prison ou bien dans le pays sans chapeau. Au moment de l'événement, est-ce que personne n'a appelé l'ambassade à l'aide? C'est le fait, c'est la raison pour laquelle nous avons cette annonce pour dire aux citoyens américains de quitter. Oui, il n'y avait pas de moyens, ni du gouvernement, ni de l'ambassade d'aider au moment. Nous sommes engagés maintenant avec les familles pour le retour des restes humains de ces 2 jeunes, jeune couple de missionnaires. Avec l'assistance même des entreprises haïtiennes et du gouvernement haïtien. Mais c'est le fait que, pour le moment, il n'y a pas de moyens du côté du gouvernement ni du gouvernement américain d'aider dans ce type de situation. C'est la raison pour laquelle nous voyons cette mission cette mission d'appui de sécurité. C'est essentiel pour renforcer la capacité du gouvernement haïtien de répondre à ce type de situation. Il y a l'ambassadeur, alors le sénateur républicain du Missouri, John Hawley, qui prétend que l'ambassade américaine en Haïti aurait refusé d'apporter de l'aide aux couples qui étaient en danger. C'est déjà une question de notre capacité. C'était dans une zone contrôlée par les gangs. Alors notre capacité, nous n'avons pas une armée ici, nous n'avons pas des forces spéciales ici. Il n'y avait pas de cette capacité et même la capacité de police nationale dans cette région, c'est limité. Alors c'est triste, mais c'est la réalité que dans la situation actuelle, il n'y a pas assez des effectifs de police nationale, des forces de sécurité, de réagir en tous les points de Port-au-Prince. Même
la force qui s'appelle FAST n'avait pas la capacité qu'il fallait pour hors de intervenir. l'ambassade, non. Il y a des gens qui sont là pour protéger l'ambassade comme telle, mais nous n'avons pas de capacité de faire des missions hors de l'ambassade. Et si on reçoit, et si on est demandé, ou encore si le gouvernement haïtien vous demande d'intervenir, si vous avez l'autorisation, vous n'allez pas pouvoir... Nous n'avons pas de capacité. Ok. Et maintenant, parlons autre chose. Nous allons parler de cette note de l'ambassade américaine relative au choix d'un Premier ministre. Ouais. Vous avez dit dans la note, monsieur l'ambassadeur, que le prochain Premier ministre doit être quelqu'un ayant la capacité technique, ça doit se faire en toute transparence. Et quand vous dites, toujours dans la note, que vous êtes impatient, qu'est-ce que vous voulez dire? Première fois, c'est de noter, alors j'ai commencé en disant, en saluer le gouvernement de transition, le conseil de transition présidentielle pour le fait que même après un mois, maintenant, ils sont en train de faire des grandes décisions. Ils sont en train de choisir un Premier ministre. Après, nous avons la priorité de choisir le chef de comité électoral provisoire. Je pense que, et même le gouvernement a dit que pendant le week-end, il y aura une décision. C'est déjà fin de week-end et sans décision. Et je pense qu'il y a assez de priorités pour le gouvernement et pour le peuple haïtien. Par le fait de comment était construit cet conseil avec 7 membres, ça veut dire que les décisions, ils prennent du temps. Nous pouvons comprendre. Parce que toutes les questions doivent être décidées par au minimum 5 membres de 7 et ça prend du temps. Mais je pense que pour avancer dans les autres priorités, il faut avoir un Premier ministre. L'essentiel, et je sais qu'ils ont commencé avec presque 200, peut-être plus que 200 candidats. Et parmi 200, évidemment, il faut avoir une vingtaine qui a déjà une histoire et en résumé assez technique pour montrer qu'ils ont la capacité de gérer un gouvernement. Nous espérons que la décision soit faite dans le Conseil, sans l'influence des autres, particulièrement sans l'influence les gens qui veulent influer les décisions. Chaque membre, ils ont une certaine responsabilité. Même si la communauté internationale a dit qu'il n'y a pas de transition dans une transition, mais il paraît que les États-Unis misent beaucoup sur cette transition. Oui, vous êtes déjà dans une transition 2.0, dans le sens où il y a une deuxième transition. Mais nous espérons que maintenant, avec ce modèle, il y a toutes les tendances, ou la plupart des tendances. C'est difficile d'imaginer qu'un seul parti peut contrôler le processus. Et ça donne plus de chances d'avoir un gouvernement qui est neutre, d'avoir des élections qui sont crédibles, parce que toutes les grandes décisions doivent être faites par débat, par décision commune. C'est pas facile. Mais pour moi, alors, si vous avez une présidente avec 7 têtes, tous les 7 têtes doivent avoir la capacité de parler. Et si on coupe 3 têtes, toutes les têtes vont mourir. Alors c'est nécessaire de maintenir cette unité qui n'est pas simple. Mais je pense que c'est un modèle bien, en solution haïtienne pour la situation haïtienne, pour assurer qu'il y aura au minimum en consensus, en grand consensus sur toutes les grandes questions qui sont nécessaires pour cette transition. Est-ce que les États-Unis soutiennent un candidat au poste de Premier ministre? Absolument. C'est pour le système de faire le choix. Nous avons parlé d'un profil, alors quelqu'un qui a une capacité technique, qui a la capacité de gérer une situation assez difficile, quelqu'un qui n'a pas une grande connexion avec une partie ou une coalition ou une autre, qui peut gérer le gouvernement dans un sens neutre pour
tous les défis qui sont devant ce gouvernement. Je ne vous apprends rien, monsieur l'ambassadeur. Il y a des Haïtiens qui pensent que vous supportez un candidat. Et vous diriez quoi à ces Haïtiens? Je pense qu'il y aura toujours cette tendance que les États-Unis, c'est en dehors de chaque décision. Mais vraiment, nous sommes ici en faveur du système, en faveur d'un processus bien haïtien. C'est vrai que nous avons aidé avec le processus de cette transition pendant les négociations avec CARICOM, avec le départ de l'ancien Premier ministre. Nous étions toujours en contact, mais c'était toujours dans le sens d'aider les partis haïtiens de trouver les solutions entre eux. Ce n'est pas d'imposer une décision, une solution pour les Haïtiens. Donc vous parlez de Ariel Henry, l'ancien Premier ministre. Oui. Mais vous savez, monsieur l'ambassadeur, les Haïtiens ne savent pas jusque-là ce qui s'est passé exactement. L'ancien Premier ministre se rendait en République dominicaine, il a dû rebrousser chemin et finalement il est en Californie. Mais on n'a pas de détails sur ce qui s'est passé. On ne sait pas non plus à quel niveau vous vous êtes impliqué dans votre pays. Toujours, parce qu'à un moment donné, c'était clair qu'il n'y avait pas de possibilité de retourner. Il y avait cette nécessité pour les Haïtiens de trouver un autre modèle et nous étions là avec les autres partenaires, avec les pays de Caraïbes, d'aider les Haïtiens à trouver une solution. Je vois qu'il y a toujours un certain manque des informations du côté des Haïtiens. Même dans la situation actuelle, nous espérons dans les semaines prochaines, le Conseil présidentiel aura une porte-parole parce que même ces jours, ce n'est pas clair quelles sont les décisions du Conseil, quelles sont les idées de chaque membre du Conseil. Et évidemment, chaque membre, ils ont le droit de parler de leurs entrées, mais il faut avoir aussi un système pour être sûr qu'ici, c'est une décision du conseil qu'on conseille, et de parler avec la population, et c'est aussi avec les forces, les leaders de sécurité, les membres du gouvernement. Quand il y a un nouveau Premier ministre, je pense que cette question de dialogue avec la population, c'est nécessaire. S'il y aura des élections d'ici 20 mois, nous espérons qu'il y aura plus que 20% de participer. Et pour participer, les Haïtiens doivent avoir une certaine confiance du système, en confiance dans le gouvernement.